Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le lundi 8 février 2026, désolé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Je crois que les gars, ça fait 8 jours que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait assez longtemps, mais je crois que c'est la première fois qu'on a eu autant de chutes en l'espace de une vidéo à d'une autre. On est quand même passé d'un stade où là j'étais sur ma dernière vidéo où on était genre à 85 000, 82 000 $. Et là, les gars, on a fait 82 000 $, tout 70 000. Je sais pas si on rendait compte du cap qu'on a fait. Bon, on s'y attendait parce que justement dans la vidéo, je montrais que j'étais plutôt baissier et que je visais justement la target des 70 000 parce que c'était le niveau que j'attendais pour TP mon short que j'ai mis en place. Et je parle des 70 000, mais vous allez voir qu'on a même fait une mèche, les gars, à 60 000 $. Je sais pas si on rendait compte, 82 000 ou 60 000 $ en l'espace de une semaine, c'est quand même assez rare. Donc ça fait mal, perso, là, c'est ce que je visais comme je vous montrais dans ma dernière vidéo, mais ce que je visais pas en tout cas, c'est que ce soit aussi rapide. Je m'attendais éventuellement à des rebonds pour rechuter assez classiques en termes de baisse, et finalement, on a fait exactement comme en 2022, une sorte de flash crash ultra rapide sur l'espace de une semaine, quoi, avec des jours avec des baisses de moins 10, moins 15% parfois, et une dernière bougie avec une grosse mèche, vous allez voir, qui a été quand même assez violent. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment j'ai géré au niveau de mes trades. Vous allez voir que j'ai pas forcément fait tout parfait parce que j'ai TP un peu plus tôt parce que j'ai pas eu les couilles pour regarder mon trade plus longtemps. Il y a eu d'autres opportunités qui sont présentées, mais voilà, je les ai pas forcément toutes saisies. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que je compte faire personnellement, qu'est-ce que je compte recharger en termes de tokens, en termes de crypto, de Bitcoin. Où est-ce que je compte restituer mon capital pour cette baisse-là, et surtout à quel niveau en fait je compte re-rentrer. Vous allez voir que ça va différer entre différents tokens, entre différentes cryptos, et je vais vous montrer un peu les targets que j'ai sur BTC, que je parlais déjà il y a quelques semaines, quelques mois, mais que j'ai pu repeaufiner un peu par rapport aux données que je regroupais par rapport à BTC tout simplement. On va voir aussi un peu au niveau des news macro, vous allez voir que c'est un petit peu bougé. On a aussi le nouveau chairman qui est arrivé, qui peut faire aussi bouger les choses. Pareil, je vous donne mon avis sur qu'est-ce qui peut se passer sur Q1, Q2, Q3, Q4 2026, parce que à mon avis, ça va être une année quand même assez chargée et qui va être en pleine transition entre l'ancien bull run qu'on a eu sur BTC et aussi une baisse pour ce début d'année, mais éventuellement une reprise haussière, vous allez voir, plutôt pour le milieu fin d'année qui pourrait se faire avec, comme je vous expliquais, le QE déguisé et aussi le nouveau chairman qui pourrait pousser le marché à la hausse. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Et vous allez voir que pour l'instant, pour Q1 2026 plutôt, je sais pas pourquoi je dis 2021, mais Q1 2026 s'annonce un peu plus mauvais. Et on commence directement par Twitter. Je vais refaire un peu la chronologie vite fait. Alors, rappelez-vous, ce qui est important, je vais vous remontrer un peu la chronologie de comment c'est passé pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut regarder en fait. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ce genre de phase de marché pour essayer d'au mieux en fait anticiper qu'est-ce qui va se passer. Et tout simplement, le premier truc à regarder et que je vous conseille le plus d'essayer d'apprendre, et ça viendra avec le temps, c'est les résistances et les supports en fait, tout simplement. C'est vraiment la classique de chez classique, quand vous avez un range comme ça avec une résistance au-dessus et un support en dessous en fait, quand vous avez un break de la résistance et du support, essayez d'analyser au mieux si c'est ou pas une déviation de liquidité ou alors un vrai break. Et en fait, tout simplement, pour savoir si c'est l'un ou l'autre, il faut regarder dans quel ordre ça vient. C'est-à-dire que si vous avez en premier lieu un break, que ce soit la hausse ou la baisse qui se forme, en général, ça va être un fake et ça va être une déviation à la hausse ou à la baisse pour former une chasse de liquidité, une zone où on va liquider en fait un maximum de trades pour ensuite aller break de l'autre côté. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait dans ce range. Hop, on est venu chasser et liquider au-dessus au niveau des 98 000, au niveau du dead cat bounce, et ensuite, paf, réintégration du range. Et là, du coup, quand vous avez une cassure qui se fait de l'autre côté alors que vous avez une déviation juste avant, là, vous pouvez être quasi sûr, pas à chaque fois, mais dans 90% des cas, que ça va être le break qui est attendu dans ce genre de figure. Donc c'est ce qu'on a vu ensemble à ce moment-là, et le truc qui est très intéressant, qui est très important à regarder, c'est à quel moment on est sur un break ou pas. Et ça, il faut le regarder par rapport aux bougies. Ce que j'explique ici, vous voyez, si on forme une bougie de break sur cette clôture, on risque d'accélérer et d'aller chercher la target des 70 000 $. Et quand je disais ça, on était à 82 000 $, et en gros, on regardait, vous voyez, pas juste cette bougie-là, parce que on était juste sur une petite bougie en dessous, ça suffisait pas. Pareil pour celle-là, vous voyez, on n'avait pas une bougie de break, parce que même si on est allé chercher très profond, on n'avait qu'une mèche, et ce qu'on attendait, nous, c'était une grosse bougie pleine avec du volume, exactement comme on a eu sur celle-là, une bougie pleine avec du volume, et ça, c'était notre bougie de break. Et c'est vrai que le truc, c'est que quand on regarde 2022, en fait, c'était très proche de ça. Vous voyez, là, on est sur le range de 2022, sur le dead cat bounce de 2022. Donc là, c'est actuellement, là, 2022,
ouais, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. On a vraiment cette forme de range, déviation à la hausse au niveau du range, et ensuite retour en bas du range. Et voyez, regardez, la bougie de break était ici, avec la bougie pleine, avec du volume ici. Et ensuite, bam, on accélère à baisse, et ça a duré voilà, une semaine, même chose. C'est-à-dire sur quelques jours, on s'est retrouvé à faire une mèche hyper bas. On est passé de 30 000 à 25 000 $. Vous allez voir qu'on a fait une baisse de moins 28% pour moins 29% sur la baisse qu'on a fait jusqu'aux 60 000 $. Donc une baisse qui est très proche de celle qu'on avait déjà eue. Du coup, dans la foulée, j'ai rajouté un peu des ordres, vous voyez, sur mon short, un peu au-dessus, au cas où, si on venait faire un pullback sur le bas du range. Du coup, j'ai pas mal d'ordres qui ont été pris, donc ça, c'est cool. Et après, vous voyez, on a commencé donc à accélérer à la baisse. On a vu la grosse bougie de break qu'on a eue avec une jolie mèche et une belle bougie pleine. On est cherché les 75 000 $, 76 000 $. On allait chercher 2,5 milliards, 2,6 milliards de dollars d'indication en 24 heures, 2,4 milliards de longues, c'est juste énorme. Et ça, c'est sans compter toutes les datas un peu cachées qu'en général les exchanges ne vont pas donner, mais vous pouvez facile faire x2, x3, même x4 sur ce nombre de liquidations. Et ensuite, voilà, c'est bon, notre bougie de break à la baisse est validée. Une grosse bougie pleine, justement, avec du volume que j'expliquais et des milliards de liquidations. Et ça, c'est typique de la bougie de break qu'on va avoir sur ce genre de range. Et là, ce que j'explique ici, c'est qu'en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La majorité des gens, ils pensent qu'on peut faire comme ici, former une déviation et, en fait, si vous voulez, réintégrer le range. Mais ça, c'est très peu probable. Vous voyez, c'est ce que j'explique là. Beaucoup de gens pensent qu'on peut avoir un rebond maintenant pour réintégrer le range et faire simplement une chasse aux liquidations, mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'on a plus de chances de faire comme en 2022 et donc de chuter complètement et d'aller chercher en fait une deuxième jambe de baisse pour aller chercher les 70 000 $. Mais oui, on avait la possibilité de rebondir ici, mais pas d'aller rechercher si vous voulez l'intégration du range. Ça, c'est très peu probable parce que quand vous avez voilà un break comme ça qui est assez léger, réintégration de range, c'est faisable. Mais quand vous avez une bougie qui est comme ça, la réintégration de range, elle est très compliquée. Surtout, en fait, surtout, le point principal, c'est quand tu as eu une déviation à la hausse juste avant. Et le truc aussi qui est un peu tendu par rapport à ça, c'est que les gens ils se disent bon, ça y est, ça break, on avait fait une grosse mèche là, le bottom est là. Et du coup, les gens ils se mettent à relongue en pensant que ça va pouvoir rebondir et que ça y est, c'est le bottom. Et en fait, souvent, quand tu as un dead cat bounce de cette amplitude et de cette envergure en termes de temps, en termes de rebond, c'est pas pour former un petit break de moins 10%. Et c'est ce que j'explique ici dans mon tweet. Vous voyez, en général, quand on valide un dead cat bounce de cette amplitude et de plus de 70 jours, c'est pas pour s'arrêter à moins 10% seulement. Et quand on combine ça, vous voyez, avec l'évolution macro géopolitique et du reste, qui est pour l'instant dans une situation avec beaucoup d'incertitudes pour le Q1, c'est plutôt moyen et ça donnait plutôt l'impression qu'on allait se manger une baisse quand même plus grosse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté de la position encore sur mon short et que je suis passé de 168 000 $ de position au lieu de 100 000. Et j'ai même descendu mes ordres limites à 82 000 $ au cas où si on faisait un rebond moins gros que ce que je pensais. Du coup, on a continué à baisser. Vous voyez, on a cherché une deuxième mèche assez profonde vers les 71 000 $, donc très proche des 70 000. Et là, c'est le moment où, les gars, j'ai perdu un peu mes balls. Parce que, vous voyez ce que je dis ici, j'étais plutôt que prévu mon short sur BTC. J'ai pas les balls de le garder aux 70 000 $. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que j'ai pris quand même 15 000 $ de profit. Et si je prends en compte mon premier short des 96 000, j'ai pris 13 000 plus 15 000, donc j'ai pris 28 000 $ de profit au total, ce qui est pas mal. Mais si vous voyez, j'avais pas sorti mon short aux 75 000, mais aux 70 000, au lieu de prendre 28 000, j'aurais pris 40 000. Et si j'avais pas sorti mon short aux 75 000, j'aurais laissé jusqu'aux 60 000. Bon, j'aurais pris plus de 100 000, mais forcément, avec des si, on peut tout refaire. Là où je suis un peu déçu de ce choix que j'ai fait de sortir à 75 000, c'est que, bon, aller jusqu'aux 60 000 sur mon short, je l'aurais jamais tenu parce que ma target de base était à 70 000, mais ouais, ce que je regrette un peu, c'est d'être sorti un peu plus tôt. Alors même si, ouais, on regrette pas le fait de prendre des profits trop tôt, j'avais ce plan d'aller aux 70 000. Je suis sorti plus tôt prévu parce que j'ai commencé à avoir un canal baissier qui s'est formé. Je me suis dit voilà, si on rebondit, je préfère rentrer en short plus haut que de laisser mon short aller revenir quasiment à BE. Et du coup, je me suis dit vas-y, autant sortir par là vers le bas du canal ici. Ça me fait quand même une belle sortie. Et puis je voyais tout le monde qui était en mode, et ça c'est encore une fois la surinformation, je vous en parlerai après, mais le fait de trop s'informer sur les réseaux, sur tout le monde, tous les avis qui puissent exister, et le problème c'est que on se noie un peu dans le FOMO court terme. Et si vous voulez, dans le FOMO court terme qu'il y avait ici, c'était qu'en mode, on peut pas continuer à baiser en ligne droite, du coup on va forcément rebondir. Et du coup je partais de ce principe-là, alors qu'en fait, j'aurais laissé ma target, mon plan de base, ça l'aurait fait pour aller aux 70 000. Mais bref, c'est comme ça, je suis quand même très content d'avoir pu positionner ces shorts et pouvoir me hedge en fait contre la baisse de Bitcoin. Et derrière, vous voyez, on a clairement enfoncé le couteau. Ça a été vraiment violent parce que, vous voyez, là, je suis sorti de mon trade, on était ici.
Et regardez ça après, la bougie, les gars, qu'on a formée. Ça, c'est vraiment la bougie fatale en général qui vient achever ce mouvement de baisse et qui vient du coup poser le bottom là vers les 60 000 $. Alors, je pense pas que ce soit le bottom historique là qu'on va avoir sur cette phase de baisse, mais c'est en tout cas le bottom court terme qui a pas mal de chances d'avoir avant un rebond un peu plus long, un peu plus gros. Je vais vous montrer après. Et qui d'ailleurs ressemble beaucoup à 2022. Et ouais, ce qui est intéressant là au niveau des targets, c'est que ce que j'expliquais dans mon plan déjà il y a 3 mois, c'est que je voulais commencer à accumuler du BTC à partir de 60 000 $. Et vous voyez, là, on est pile venu sur 60 000. Et donc, dès qu'on va repasser en dessous de ce niveau des 60 000, moi, je vais commencer vraiment à accumuler du BTC. Et des 60 000 aux 40 000 $, je vais accumuler pas mal de BTC. Si on passe, par contre, sous les 40 000, pour moi, c'est all-in. Là, pour moi, pour le coup, je fais vraiment all-in de toutes les liquidités que j'ai dans BTC si on passe en dessous des 40 000. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, historiquement, on a toujours fait nos bottoms en dessous du dernier niveau de Fibo, qui sont les 0,786 de Fibo, que ce soit en 2011, 2015, 2018, 2022, je vous montrerai après sur TradingView, mais à chaque fois, on vient retracer en dessous de ce dernier niveau de Fibo. C'est ce qu'on avait fait déjà en 2022 avec les 15 000 $. Et si en fait on relaye en fait, si vous voulez, ce niveau de Fibo par rapport à ce cycle actuel, eh ben on aurait une target à aller chercher en dessous des 40 000 $, entre les 40 000 et éventuellement les 30 000 $, qui pourrait être le bottom qu'on a historiquement à chaque cycle. Bon, le truc, c'est que, comme j'expliquais, est-ce qu'on va chercher les 40 000 ? Et j'en suis un peu moins sûr, en fait, si vous voulez, que les autres bear market. Parce que le truc, c'est que on a une configuration qui est différente. Pour 2026, enfin, 2026-2027, on risque d'avoir un QE déguisé qui va se mettre en place. On a un nouveau chairman qui va sûrement pousser la baisse des taux et stimuler les marchés à la hausse dès Q2, Q3 2026. Et on a d'autres news comme ça qui sont pas trop mal et qui font que l'économie actuelle et l'état que va être de Bitcoin dans les prochaines années va être quand même différent des positions qu'on avait dans les anciens bear market. Et donc, il est possible qu'on n'ait pas cherché cette target de bottom qu'on a eu à chaque cycle. C'est pour ça que dès les 60 000, moi, je commence à accumuler. Et si par contre, on passe sous les 40 000, ben là, je ferai all-in parce que pour moi, ce sera vraiment le bottom le plus bas qu'on pourrait aller chercher. Et par contre, c'est vrai que c'est assez marrant, mais regardez, ça me fume à quel point le Dead Cat Bounce de 2026, c'est vraiment, les gars, l'identique, je vais vous montrer, mais un copier-coller de 2022. C'est assez ouf. Et quand je parlais de scénario il y a genre 3 mois, quand je disais qu'on pouvait reproduire le même Dead Cat Bounce qu'en 2022, et il y avait tout le monde qui disait c'est trop obvious comme scénario. Genre tout le monde disait que on parlait de Dead Cat Bounce, tout le monde disait que ça allait pas reproduire la même chose que 2022, alors qu'on a fait à la lettre, mais vraiment à la lettre près, genre exactement la même chose en termes de scénario, et sur une amplitude de plusieurs dizaines de pourcents à la baisse, et surtout sur une temporalité, pas de seulement 1 ou 2 jours, sur une temporalité de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est ça qui est fou. Et c'est vrai qu'en 2022, vous voyez, on a vraiment commencé à chuter. On s'est posé dans les FG Weekly ici pour poser un bottom. Ensuite, on a formé le range, déviation à la hausse. Hop, on réintègre le range, on va en bas du range, on break le range à la baisse et on vient chercher une grande baisse avec une mèche ici. Et les gars, la baisse du range à la mèche ici, moins 28%. Et sur ce cycle-là, on a fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est venu chercher la FEG Weekly ici, au niveau du bottom. On a posé notre bottom, on a commencé à range. Paf, déviation à la hausse au niveau du range, comme en 2022. Et en plus de ça, vous pouvez accumuler le fait qu'on revient dans le ruban, on va chercher le premier niveau de Fibo, etc., etc. Et ensuite, réintégration du range. On se glisse en bas du range et paf, break à la baisse au niveau du range, et derrière l'amplitude de baisse entre le bas du range et la mèche, les gars, les deux, moins 29%. Genre c'est quasi identique à ce qu'on avait en 2022. C'est vraiment le copier-coller. Bon, par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, et ce que j'explique ici, c'est qu'en 2022, la suite en fait en 2022, on a formé un léger rebond, puis une sorte de nouveau range. Vous voyez, on a formé notre rebond ici, un petit range ici d'une 30aine de jours, qui était pas non plus énorme comparé au Dead Cat Bounce ici de 107 jours. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Bam, on a renforcé à la baisse, et cette fois-ci, les gars, bien plus violent, parce que là, ce mouvement-là était de moins 28%, celui-là, il était de moins 45%. Et ensuite, une fois qu'on a posé ce bottom ici, en juillet, eh ben, moi, j'avais dit sur Twitter, etc., que je pensais qu'on était pas loin du bottom, avec plein d'indicateurs. Et en fait, le truc, c'est qu'après, on a juste formé une succession de rebonds, suivi de petits dumps un peu merdiques en mode range, pour enfoncer le dernier clou avec FTX là et aller chercher le bottom à 15 000 $, qui d'ailleurs correspond au dernier niveau de Fibo des 0,786 que je vous montrais juste avant. Et c'est vrai que si on superpose ce scénario de 2022 à celui actuel, et ben en fait, vous voyez, ça nous formerait un rebond actuel qu'on pourrait aller chercher vers les 70 000 jusqu'à 75 000 $, comme d'ailleurs on est en train de le faire aujourd'hui.
former une sorte de range rebond d'une trentaine de jours et ensuite, bam, renfoncer à la baisse, aller chercher par exemple les 50 000, 40 000 dollars et bam, renfoncer à la baisse progressivement pour aller chercher vers les 40 000. Mais bon, ça, je suis un peu moins sûr. Parce que comme j'expliquais, voilà, l'année 2022 était quand même bien plus négative en général au niveau de l'économie et par rapport à Bitcoin que ce qu'on a pour 2026. Parce que 2022, on rentrait quand même dans une phase où on avait très peur de la récession. On avait tous très peur qu'on ait une récession. On avait une inflation qui était hyper haute, les gars. Rappelez-vous, on sortait du Covid 2021 avec la pression monétaire. On avait une inflation qui était à, je ne sais même plus combien c'était, mais c'était 4, 5, 6% d'inflation. On était très très haut. Et du coup, on a dû se taper tout 2022 énormément de remontées des taux d'intérêt pour, si vous voulez, encaisser cette inflation. Et actuellement, on n'est pas du tout dans ce cas. On est dans un cas où l'inflation est assez basse, on l'a bien maîtrisé depuis 2022, et on est plutôt dans une optique de baisser les taux d'intérêt pour 2026. Sans compter le QE, voilà, qui est l'impression monétaire qui peut arriver, quoi. Donc, ça reste quand même assez différent. Mais c'est vrai que par contre, en vrai, masterclass, les gars, scénario. Bon, je vais pas tout relire le tweet parce que en vrai, c'est plus de l'ego tweet où je me sauce par rapport au tweet que j'ai fait il y a 3 mois là, où vraiment j'avais fait toute une grosse analyse quand même au niveau de la macroéconomie, au niveau de l'analyse technique, en vous disant que je visais vraiment ce dead cat bonds à 98 000 avec derrière, paf, on enfonce les 70 000, 60 000 dollars et qu'on va chercher même éventuellement les 40 000. Et c'est vrai que quand on regarde les indicateurs, en fait, ça fait un peu, enfin, sur le moment, moi, quand j'avais vu ça, j'étais en mode, enfin, j'avais fait mon analyse vraiment terre à terre et ça me paraissait juste logique en fait qu'on parte en dead cat bonds. Juste par rapport déjà au MACD mensuel, vous voyez à chaque fois qu'il croise à la baisse, c'est un changement de momentum au niveau du cycle et souvent c'est le début du bear market. Et de nouveau, vous voyez, on avait ici et de nouveau ici, et c'est vrai que ça n'a pas loupé du côté du MACD. Et même chose pour tout le reste, que ce soit au niveau de la macroéconomie, au niveau de l'analyse technique. Je vous laisserai revoir si ça vous intéresse le tweet que je vous ai fait à l'époque et le tweet que je vous ai fait ici. Ensuite, voilà pour le côté analyse technique et la ligne directrice de l'analyse technique qu'on a eue durant cette semaine. Ensuite, je voulais passer sur la data macro US, alors pas pour les chiffres macro parce que on n'a pas grand-chose déjà de positif. Vous voyez, on a éventuellement un nouveau shutdown qui pourrait arriver, et rappelez-vous comme en octobre, je crois que c'était en octobre, à quel point ça nous avait emmerdé. Donc ça a surveillé le shutdown. Ensuite, au niveau du FOMC, ça va, on a eu les taux qui restent inchangés. Ça, c'était pas une surprise, on l'avait déjà pas mal mentionné dans la dernière vidéo. Mais la grosse news qui par contre est intéressante, c'est le fait que Trump a annoncé le nouveau chairman de la Fed. C'est Kevin Warsh que Trump avait déjà hésité à nommer en 2017, et ça c'est hyper drôle parce qu'en fait on avait d'un côté Kevin Warsh et Jerome Powell qui pouvaient en fait être nominés pour la direction de la Fed en 2017, et Powell avait été finalement sélectionné. Et en fait ce qui est marrant, c'est que Kevin Warsh prend la place de Powell pour les sélections d'après, du coup pour 2026. Donc bon, Kevin Warsh, c'est quand même pas quelqu'un de random comme ça que Trump a choisi. C'est quand même quelqu'un qui connaît l'économie et qui a les compétences pour ce rôle-là. Après, est-ce que il va être objectif dans son rôle comme l'a été Powell? Ça, je suis un peu moins sûr. Et le truc, c'est que pour l'instant, vous voyez, c'est pas encore validé. C'est-à-dire que même si Trump l'a désigné, il faut que ce soit validé par l'État. Après, à voir si ou pas il peut vraiment le refuser ou comment ça se passe en concret. Et ce qui est intéressant, c'est que de base, en fait, ce mec-là, Kevin, il est plutôt réputé pour être davantage prudent, en fait, au niveau de la politique monétaire de la Fed, par rapport à baisser taux, etc. Et en fait, il a complètement changé d'avis assez direct, assez rapidement, en fait. Et il semble pas mal en désaccord avec la Fed. Et c'est ce que nous dit ici Xavier Fesneau. On rajoute quelques éléments que Kevin a 55 ans, c'est quand même le plus jeune gouverneur de l'histoire de la Fed. Donc ouais, il y a pas mal de palmarès aussi derrière lui. Et le truc, comme il explique ici, c'est que avant, en fait, il était en mode ultra prudent contre les taux bas de la Fed, et maintenant, il a un avis qui est complètement opposé. En fait, il faut baisser les taux, la Fed freine l'économie. Et il est pour une économie beaucoup plus libérée au niveau des taux d'intérêt et une stimulation beaucoup plus importante. Bon, est-ce que c'est son propre avis ou est-ce que c'est parce que il doit avoir cet avis-là pour essayer d'avoir ce poste-là? J'en sais rien. Il y a pas mal de magouilles, pas mal de manipulation forcément de ce côté-là. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on va avoir ce nouveau président de la Fed qui va arriver. Je crois que ça devient effectif à partir de Q2, normalement en 2026. Donc on risque d'avoir pas mal de changements de ce côté-là. À mon avis, la Fed d'ici là vont être très prudents avec les taux d'intérêt et ça risque pas de trop de bouger. Mais dès qu'on va avoir ce nouveau chairman-là, on risque par contre d'avoir une baisse des taux d'intérêt plus forte que prévu qui va arriver. Ça va être excellent pour nous au niveau des marchés à court terme, sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais derrière, après, il faudra voir comment ça évolue au niveau de la gestion de ça, quoi. Parce que moi, ça me fait assez peur. Et à tout moment, en fait, on peut partir en récession, on peut avoir une crise assez grosse à cause d'une baisse trop forte des taux d'intérêt
qui normalement devrait pas avoir lieu. Si bien sûr le but est de gérer au mieux l'inflation et les taux d'intérêt du côté de la Fed. Mais si on a ce mec-là, j'ai l'impression que c'est plutôt la stimulation du marché qui va l'intéresser. Mais bon, de toute façon, c'est ce que veut Trump. Donc, dans tous les cas, si Trump il veut ça, à mon avis, il arrivera toujours à ses fins. Et si lui, il n'était pas pour ça, il aurait trouvé quelqu'un d'autre à sa place. Bon, ensuite, deuxième petit tweet de macro US. Alors, pareil, pas énormément de données, juste on a des datas qui continuent de pas aller dans l'anticipation des baisses des taux, assez logique, donc plutôt moyen. Et regardez ça au niveau des projections futures pour les baisses des taux, on est à 81% pour des taux, voyez, on le voit ici, qui sont inchangés pour la prochaine FOMC, et seulement 18% pour une baisse des taux. Donc, beaucoup plus de chances d'avoir des taux inchangés, et donc forcément un marché qui ne va pas être très stimulé. Et le truc qui me fait peur, en fait, par rapport au marché traditionnel, et qui, moi, m'a toujours fait peur là, sur les derniers mois, que je vous en parlais pas mal, c'est les marchés traditionnels, S&P, Nasdaq, et l'or, en fait, qui font que monter. Alors, l'or et les métaux précieux, si on parle même pas que ce soit l'or ou l'argent, c'est abusé comme ils ont décollé. Et les S&P, Nasdaq, ils sont moins dans une phase de bull run FOMO extrême, mais ils sont quand même sur des plus hauts. Et en fait, ça me fait peur parce que à tout moment, en fait, si ces gros marchés, que ce soit les métaux précieux ou les marchés traditionnels, commencent à décrocher plus fort que prévu et commencent à corriger un peu plus fort, et ben ça va se répercuter sur les cryptos, même si on pense qu'on peut avoir une diversification de liquidités. C'est-à-dire que sur les métaux précieux, je suis un peu plus mitigé. Je me dis que sur les métaux précieux, c'est vrai qu'on peut avoir une rotation du fait que on a beaucoup d'investisseurs qui rentrent sur les métaux précieux et qui ensuite veulent se dérisquer parce que c'est trop monté et donc ils vont éventuellement chercher des valeurs refuges plus petites comme le Bitcoin. Ça peut être le cas sur des phases de cycle, je trouve, plus longues, sur plusieurs mois, même plusieurs années. Mais sur des phases de cycle court terme, sur les marchés comme quelques jours, quelques semaines, ça, j'y crois pas du tout. Et en fait, en général, à chaque fois qu'on a des baisses sur les autres marchés plus gros, le Bitcoin et les cryptos en général, ils prennent cher de leur côté, toujours. Et à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que les gens dans la crypto ont l'espoir que ça s'inverse, mais ça fait des années, même bien 10 ans que je vois ça, quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, les S&P et le Nasdaq, ils ont un peu corrigé, ce qui a fait que les cryptos ont un prix encore plus cher. Mais s'ils corrigent plus fort, ça pourrait être encore plus impactant pour les cryptos. Et c'est ce qui avait été le cas d'ailleurs en 2022. Et justement, on peut aller faire un petit tour dessus. Ça, S&P, vous voyez, on a eu une petite correction là sur les derniers jours qui a fait paniquer un peu pas mal le marché crypto. On a eu un rebond. Pour l'instant, vous voyez, que ce soit en daily ou même en weekly, on reste sur une dynamique qui reste haussière. Et on n'a pas pour l'instant de plan baissier, enfin de début de tendance baissière qui se pointe. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on est sur les plus hauts ici, ça fait flipper parce que tu dis à tout moment, on peut décrocher un peu plus fort. Et il suffit que ça décroche un peu plus fort de quelques pourcents ou 19% à la baisse. Ça suffit pour faire vraiment une grosse corrélation négative avec le marché crypto. Vous voyez, déjà juste un moins 5, moins 6 jusqu'à moins 10%, ça pourrait vraiment former une jambe baissière comme on l'a eu par exemple ici en 2025 sur les marchés traditionnels et encore plus impacter les cryptos qu'ils le sont déjà. Le Nasdaq, c'est à peu près la même chose, même s'il a pris un peu plus cher que le S&P, j'ai l'impression. Et le dollar, tiens, le dollar qui est intéressant, parce que rappelez-vous, le dollar est très important dans la corrélation qu'il a avec Bitcoin, et ça fait plusieurs semaines, même déjà plusieurs mois, qu'on s'attend éventuellement à un bottom du dollar, et en fait, il est juste en train de... Alors, il est éventuellement en train de poser un bottom, par rapport à 1 point, 2 points, 3 points ici, et à chaque fois, il va chercher les liquidités en dessous, et il arrive à remonter. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un autre point que je travaille pas mal. Si vous voyez là, on forme le bottom ici, on forme une sorte de range, on break ça à la hausse. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois où Bitcoin, il va prendre tarif de ce côté-là. Et comme chaque montée qu'on a du dollar, vous voyez que ce soit en 2022 ici, ou même ici ou même ici sur les petites phases de baisse qu'on a ici, souvent, on a une corrélation qui est assez néfaste pour BTC. Ensuite, je reviens sur notre cher BTC, c'est en weekly, la grosse mèche énorme qu'on a formée là sur la semaine, qui est quand même assez balèze. Là, on remonte pas mal sur le rebond actuel. Bon, c'est tout à fait normal d'avoir un rebond aussi fort, c'est tout à fait normal parce que forcément, vous avez toujours un rebond qui est proportionnel à la baisse. C'est-à-dire que si tu fais une baisse qui est grande comme ça, et souvent le rebond il va être à peu près proportionnel à la baisse en fait tout simplement. Et du coup, tu as une petite baisse, souvent le rebond il va être petit, mais proportionnel à la baisse aussi. Et donc, c'est vrai que quand on regarde le rebond à court terme, on peut se dire waouh, c'est incroyable parce qu'on rebondit de plus de je ne sais pas combien de pourcents. Voilà, on rebondit de plus de 20% quasiment, c'est énorme. Mais derrière, quand tu compares à la baisse qu'on a eue, qui est beaucoup plus importante, ici de moins 40% à peu près, avoir un rebond de plus 20 pour moins 40%, c'est tout à fait logique. Et encore, on peut même rebondir un peu plus haut. Mais du coup, c'est vrai que quand on suit un peu 2022, le scénario qu'il faudrait anticiper de ce côté-là,
c'est plutôt quelque chose comme ça, où là, on rebondit, hop, on vient chercher une sorte de range rebond pour une trentaine de jours, et paf, on renfonce à la baisse, et là, on vient chercher éventuellement le bottom du cycle qu'on pourrait faire. Et en fait, en 2022, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ça, hop, là, on avait fait une grosse baisse, mais encore bien plus violente que ça, parce qu'on était allé chercher genre un moins 45%, donc plutôt, hop, un truc comme ça. Et ensuite, on avait reformé des baisses, etc., jusqu'à former FTX ici, et ensuite poser le bottom et repartir. Personnellement, je pense qu'on aura une deuxième baisse. Après, est-ce que ça va être aussi long que 2022 et aussi profond que 2022? Je suis un peu moins sûr. Comme je l'expliquais par rapport au QE, par rapport au nouveau chairman, etc. Et donc, avoir un entre-deux, en fait, où on a ici, par exemple, un range rebond qui se forme avec, paf, une deuxième baisse et le bottom finalement qui se fait ici, et derrière une reprise haussière qui se fait progressivement pour fin 2026-2027, ça me paraîtrait plus cohérent. Et c'est pour ça d'ailleurs que de ce niveau des 60 000 aux 40 000, je vais vraiment accumuler un maximum de BTC, et que si on passe en dessous des 40 000, je ferai all-in de toutes les liquidités qui me restent, même voir éventuellement, si j'ai la possibilité, de faire, faire des prêts, faire des emprunts à droite à gauche pour accumuler du BTC, parce que pour moi, ce sera vraiment une zone qui ne peut que être gagnante sur les années qui suivent. Après, ce qu'on peut regarder dans ce genre de phase, et ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien faire quand on baisse comme ça, c'est mettre les volumes profile. Vous pouvez mettre les volumes profile ici. En fait, c'est les volumes horizontaux, et on regarde un peu les zones de support intéressantes qui sont sur ces niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui ressort, c'est que tout simplement, vous voyez, vers le haut du range ici, on avait pas mal de volume profile jusqu'aux 85 000, un truc comme ça, 88 000. Et par contre, en dessous, quand on décroche, vous voyez, jusqu'aux 70 000, c'était un peu le vide. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, on a pu maintenir pas mal les supports ici. Et dès qu'on a passé ce niveau, vu que c'était le vide, on est directement allé aux 70 000 dans un premier temps. Et ensuite, paf, on a avancé aux 70 000. Et vous voyez, là, de nouveau, on se rattaque à un support qui est important jusqu'aux 60 000, et après de nouveau un creux qui peut se faire jusqu'à ce niveau vers les 50 000. Et du coup, je pense que vous voyez, les 50 000, après ça commence à être pas mal soutenu jusqu'au forcément 40 000, où là ça devient beaucoup plus important. Donc là, vous voyez, par rapport à ce qu'on a ici, les 50 000, si on revient chercher une deuxième baisse, si on va chercher les 50 000, ça peut être intéressant éventuellement de poser un bottom dans cette zone-là. Autre chose qui est intéressant aussi, tout simplement, les indicateurs de momentum assez classiques, mais qui marchent plutôt bien, vous voyez, MACD mensuel et aussi RSI. On voit que le MACD mensuel, il a ultra bien marché par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau des croisements bearish. En fait, à chaque fois qu'on a un croisement bearish ici, hop, bear market, on est pile sur Dead Cat Bounce, pareil 2022, pile sur Dead Cat Bounce, bear market. Et là, de nouveau, en fait, comme je vous montrais il y a quelques mois, pile quand on est sur le Dead Cat Bounce ici, hop, croisement bearish, on entame une grosse baisse. Derrière, on voit que l'amplitude du MACD, elle est quand même assez haute. Et que progressivement, en fait, elle va venir chercher la zone de neutralité qu'on a ici et commencer à se inverser. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à suivre, parce que on a un temps de latence sur le MACD, et donc tout ce qu'on est en train d'encaisser là sur les dernières semaines, ça va arriver progressivement sur le MACD. Et il faut voir en fait à quel moment on commence à recroiser bullish, et à quel moment surtout on commence à calmer le momentum à la baisse, et à quel moment on revient dans la zone de neutralité. Parce que vous voyez, quand on commence à calmer les zones de momentum ici, et qu'on commence à aller dans la zone de neutralité, souvent, vous voyez, on est proche du bottom. Même chose ici, vous voyez, en 2018, dès qu'on a commencé à calmer en fait la baisse ici, là c'était très raide, et là ça commence à être un peu moins, ça commence à remonter, et qu'on se rapproche de la zone de neutralité, pareil, on était proche du bottom. Et après, dès que ça commence à recroiser bullish ici, c'est qu'en général, ça y est, on a fini la phase de baisse, et on repart sur une phase d'expansion, une phase de hausse, qu'on a eu ici avec ici. Et donc là, si vous voulez, c'est la même chose. Alors on est sur des grandes unités de temps, donc ça va prendre sûrement plusieurs mois encore à se mettre en place, et ça va être un peu long. Mais voilà, quand vous voyez que le MACD commence à se calmer et arrêter de descendre tout droit, et commence, vous voyez, éventuellement à former un truc comme ça, et qu'on se rapproche de plus en plus de cette zone de neutralité, ça peut être intéressant de se dire qu'on est plus très loin du bottom. Et quand ça commence à recroiser bullish, souvent, c'est que là, ça y est, on est reparti, on est par là. Et là, ça peut être le coup de mettre, si vous n'êtes pas encore rentré sur le bottom, et de mettre vraiment la deuxième recharge assez forte de ce qui vous reste sur ce niveau-là. Parce que c'est là où, en général, on reprend en fait une nouvelle dynamique haussière qui va durer plusieurs mois, plusieurs années. Mais voilà, pour ça, il y a encore le temps. Donc ça, c'est le MACD. Le RSI est aussi très intéressant, parce que le RSI, regardez déjà en weekly, c'est vraiment parfait ce qu'on a fait, et ça correspond très bien aussi au graphique que je vous montrais durant tout le bull run, qui était, rappelez-vous, le ruban mélangé avec le RSI. En fait, depuis le début, le ruban, on le maintient, vous voyez, au-dessus, et là, quand on l'a cassé à ce niveau-là, vers les 100 000, ça sentait vraiment pas bon. D'autant plus que quand il est venu le tester, et on s'est rejeté. En plus de ça, rappelez-vous, le RSI, qu'est-ce qu'on avait?
La trend baissière ici, vous voyez en weekly, où on vient le tester une fois, deux fois, trois fois, donc grosse divergence, parce qu'on monte du côté du cours, on descend au niveau du récit, et ensuite on break à la baisse. Et en plus de ça, regardez, support du récit ici, qu'on a break, justement sur ce niveau-là, quand on a break le rebond. Et qu'est-ce qu'on a fait en plus de ça? Vous voyez, on est revenu tester le support, enfin la résistance ici en tant que support au niveau du récit en weekly, et bam, on s'est fait rejeter. Maintenant, pour le bottom que je vais vous montrer sur le MACD mensuel, pareil, il faut se mettre en mensuel sur le RSI. Le weekly, ça va être un peu trop court terme pour savoir où est-ce qu'on peut poser le bottom. Et au niveau du RSI mensuel, de nouveau, vous voyez, on peut tracer, hop, une petite zone ici où en général on pose notre bottom dans cette zone et dans laquelle on commence à être, d'ailleurs en mensuel, je suis en train de me dire, vous voyez, en plus bas, on est descendu en 2022 à 40 et en général en 2018 et 2015 ici, on était vers les 45. Et là, on commence à entamer les 45. Donc vous voyez, là, petit à petit, avec le RSI, on commence à rentrer dans cette zone de bottom mensuel, même s'il y a encore le temps, pour commencer à se positionner. Et c'est pour ça que les 60 000, là où on a fait la mèche, ça commence à être un endroit que je trouve très intéressant pour se positionner sur un éventuel bottom, parce que au niveau du RSI mensuel, on n'est pas trop mal aussi. Après, de nouveau, c'est pas parce qu'on allait chercher ces niveaux-là au niveau du bottom qu'on va forcément venir le chercher exactement de la même façon. Rappelez-vous, là pareil, au niveau du RSI mensuel, on attendait tous qu'on revienne sur cette trend et au final on a juste fait 3 fois un top ici, local, sans jamais venir chercher le top historique qu'on avait à chaque fois. Mais c'est quand même des indications qui sont intéressantes, je trouve. Ensuite, dernière chose, alors je vais passer sur ce graphique, ce sera un peu plus clair. Alors là, les lignes rouges, c'est les halvings. Et je voulais vous montrer un peu les retracements de Fibo qu'on a à chaque fois. Ouais, déjà, ici, en 2011, quand on a posé notre bottom, hop, on prend le retracement de Fibo au niveau du top. Et vous voyez, on est venu chercher juste en dessous des 0,786 de Fibo. Et c'est là où on a posé notre bottom. Même chose pour, hop, le cycle d'après. Vous voyez, quand on prend le bottom ici, à ce niveau-là, jusqu'au top en 2018, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu retracer, vous voyez, pile en dessous des 0,786 de Fibo ici. Et on a posé notre bottom. 2022, même chose. Hop, on prend le plus bas jusqu'au plus haut, et regardez ça, vous voyez, on est pile venu juste en dessous des niveaux de Fibo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure des cycles, on vient chercher de moins en moins profond. C'est-à-dire que là, le niveau de Fibo était là, on allait chercher tout ça en dessous. Là, on allait chercher ça en dessous. Et là, vous voyez, on va chercher que ça en dessous. Et donc, il est probable que, et c'est même, je pense, le plus probable au final, qu'on aille pile sur le niveau des 0,786, ou même qu'on s'arrête un peu avant. Même si on regarde historiquement, cette zone-là, c'est quand même la zone la plus intéressante pour accumuler, parce que historiquement, on y va à chaque fois. On voit que progressivement, 2011 on était là, 2018 on était là, et 2022 on était juste en dessous, on était ici. Et donc, pour ce cycle-là, si on suit la logique, on devrait être un peu plus haut, on devrait être par là. Et quand on regarde en fait, la zone pile des Fibo, la dernière zone de Fibo, on est pile sur les 40 000, et en dessous, on peut aller jusqu'à 30 000. Et si on décale avec l'amplitude qui est de moins en moins forte à la baisse, on pourrait être plutôt par ici, vous voyez, vers les 45 000. C'est pour ça qu'entre les 60 et 40 000, c'est une zone très intéressante pour recharger la majorité de ces liquidités, et que par contre, si en cas de problèmes majeurs, que ce soit par exemple un FTXBX ou je sais pas, autre chose, un truc similaire par exemple à FTX ou quelque chose de plus grave dans l'économie, en dessous des 40 000, ça peut être vraiment la zone à all-in, je trouve. Donc voilà, après, autre chose, de nouveau, on peut respecter aussi la temporalité des cycles, où à chaque fois, on est sur le même truc, c'est ouf, mais à chaque fois, on est sur les 500 jours. Et c'est vrai que, pour l'instant, ça marche extrêmement bien. Vous voyez, à chaque fois qu'on prend le halving et on prend, hop, après plus 500 jours, on arrive sur le top du cycle. Même chose ici, hop, on prend ici, c'est à peu près 500 jours. Et de nouveau, pour ces cycles-là, vous voyez, qu'on prend le halving qu'on a eu ici jusqu'au top ici, vous voyez, on est la même chose sur 500 jours. Maintenant, quand on refait l'inverse, vous voyez, l'ancien halving, hop, jusqu'au bottom ici, c'est la même chose, 500 jours, là pareil, hop, 500 jours aussi, et du coup, de nouveau, si on suit cette logique-là, en fait, on pourrait avoir donc 500 jours ici, à peu près du coup pour novembre 2026, et donc avoir une baisse qui continue jusqu'à fin 2026, et là on pose notre bottom et on repart en tendance haussière pour 2007, 2008, 2029. Ça, c'est la théorie classique des cycles, des temporalités, qui pour l'instant a été respectée tout le temps, même avec le bull run qu'on a eu ici. Maintenant, est-ce que ça va de nouveau remarcher? C'est compliqué, parce que d'un côté, je suis en mode, on le suit depuis le début, donc on devrait logiquement le suivre, mais d'un autre côté, avec ce que j'expliquais, le QE qui devrait arriver, le nouveau chairman, la baisse des taux, etc., la situation économique qui est très différente de celle qu'on avait ici et ici, je sais pas, j'ai un doute. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'adapte mon plan et je veux pas faire all-in en dessous des 40 000 et que je vais commencer déjà à accumuler en dessous des 60.
Ensuite, tiens, je voulais passer sur les altcoins. Alors déjà, regardez, Bitcoin, c'est marrant parce que on n'a pas explosé. C'est-à-dire que souvent, quand on a des baisses comme ça, très brutales, et bah, Bitcoin dominance, elle explose. Parce qu'en fait, tout simplement, bah, les altcoins, ils prennent encore plus cher que Bitcoin. Et du coup, on se retrouve avec des baisses sur les altcoins qui sont bien plus vénères. Quoi, parce que là, on a eu Bitcoin qui est baissé de moins 30%. Mais les altcoins, enfin moins 30% depuis le break du range. Mais les altcoins, en général, bah, sur ce genre de baisse, ils vont prendre moins 50, moins 60%. Et là, on voit que bah, ça va trop bouger, parce qu'en fait, les altcoins, je pense qu'ils ils ont déjà tellement baissé, ils ont tellement pris cher par rapport à BTC, bah, qu'au final, ils baissent de la même amplitude que BTC. Et on le voit sur le Total 3 aussi, c'est très intéressant le Total 3. Et justement, on en parlait aussi bah, les derniers mois, les dernières semaines, que ben, c'était pas ouf. Parce que tout simplement, si on avait la cassure de cette ligne qu'on avait ici, bah, c'était vraiment pas ouf. Et du coup, c'est ce qui était en train de se passer, c'est ce qui a été validé. Et on voit que le Total 3, bah, il a bien baissé, mais quand on compare à BTC, bah, en fait, c'est assez normal. Alors là, après, je suis en mensuel, donc grosse unité de temps. Mais c'est vrai que on avait un gros double top, le gros M ici, hop, on vient casser la ligne de coups qu'on a là, qui était vraiment la petite zone de support, on vient la casser, et là, du coup, on accélère à la baisse. Comme je vous l'expliquais dans mes dernières vidéos, en gros, le Total 3, sur les altcoins, il est bearish, forcément, pour là, le Q1 2026, et on risque de continuer à baisser. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on va poser un bottom, et je pense que là, ce sera un bottom assez historique par rapport aux années qui vont suivre. Je pense vraiment que le bottom qu'on va poser ici, il va être un bottom qu'on reverra pas, qu'on verra jamais, quoi. Et que après, on risque de revenir tester ici, éventuellement revenir là, et après casser. Du fait que, tout simplement, cette accumulation, alors ouais, là, sur ce Total 3, mais si on va sur le Total 3 avec plus d'historique, ouais, l'accumulation, elle commence depuis très longtemps. Et en gros, vous voyez, on a vraiment le top ici de 2017, hop, qui forme le bottom qu'on a eu ici en 2022. Et cette accumulation, ouais, elle se construit depuis 2021 ici. Et le moment où on va péter cette accumulation, ça va être violent, parce qu'en fait, on a une accumulation qui dure depuis plusieurs années, donc quand on va péter, on risque de monter très très haut. Tu vois, le break de ça, il va être proportionnel à l'accumulation qu'on fait depuis assez longtemps. Et le problème de cette accumulation, en fait, on a un peu sacrifié les altcoins sur ce cycle-là, parce que pour plein de raisons, déjà au niveau économique, au niveau des taux d'intérêt, au niveau de la liquidité qui était pas assez importante, etc. Mais du coup, cette sacrification de, je sais pas si je peux dire comme ça, de ce bull run là des altcoins qui a pas été ouf, il va nous permettre de former cette giga accumulation qui va du coup, quand on va péter, va être hyper balèze, hyper impressionnante. Et ça va avec le fait que j'expliquais donc la dynamique psychologique au niveau des altcoins où en fait 2021-2017 il y avait personne dessus, du coup ça a pété. Et là, en fait, vu que c'était un peu l'Eldorado, les altcoins sur 2017-2021, et tout le monde s'est positionné, y compris moi, hein, sur les altcoins sur ces niveaux-là, tout le long. Et du coup, on a été très déçus, en fait, de la hausse qu'on a eue comparé à ce qu'on avait au précédent cycle. Et en fait, là, j'ai l'impression que les gens, en général, mais moi compris aussi dedans, et tous les gens que j'ai pu voir en vrai qui ont investi sur des altcoins et même à travers les réseaux, ils sont ultra déçus, ultra dégoûtés, en fait, de ce marché des altcoins. Et personne n'a envie de revenir dessus. C'est-à-dire que tous les gens que je croise et qui me disent, je leur dis, qu'est-ce que vous allez faire sur les cryptos, la majorité des gens, ils me disent, j'ai acheté le Bitcoin. Et les altcoins, c'est fini. Et je croise très peu de gens qui sont en mode, moi, je vais continuer à accumuler des altcoins pour le prochain cycle. Et ça, c'est bon signe, en fait, pour les altcoins. Parce que du coup, personne ne va se repositionner sur les altcoins, tout le monde va se positionner sur Bitcoin. Et c'est de nouveau à ce moment-là, comme en 2021 et 2017, que les altcoins risquent de redevenir intéressants. Parce qu'on n'aura pas 95% du marché qui sera positionné dessus. À attendre que ça pète et prendre des profits dès que ça monte. Et c'est vrai que quand on réfléchit, en fait, on pose le bottom là, hop, on remonte pour 2026-2027, et en fait, quand on va revenir chercher cet ATH, on va casser un break qui va être assez historique, parce qu'on l'aura pas fait depuis 2021. Après, c'est pas pour autant que je vais accumuler des altcoins tout de suite. Comme je l'explique à chaque fois, en fait, le problème, c'est que les altcoins qui étaient hyper hype en 2021 n'étaient plus à ce moment-là. Et les nouveaux altcoins qui ont pété sur 2025, c'est les altcoins qui sont apparus durant la montée en 2023, 2024. Et là, si vous voulez, ça va être la même chose. Accumuler des altcoins qui étaient à la mode actuellement ici, et les réaccumuler ici au bottom pour espérer une hausse, c'est peut-être pas le plus smart. Pour moi, le plus smart, c'est accumuler, c'est ce que je fais actuellement, c'est accumuler du Bitcoin ici. Et dès qu'on commence à remonter sur les altcoins et que ça repart et que là, on a des nouveaux projets qui arrivent ici et qui vont être à la mode pour la hausse qui suivent, là, je vais switch une partie de mon Bitcoin en altcoin sur les altcoins qui prennent de la valeur ici pour surfer des altcoins qui sont à la mode sur ce cycle-là. C'est un peu mon plan. Donc voilà, pour ça, justement, en parlant des altcoins, mais plutôt en parlant des small caps,
parce que je vous ai dit que j'avais quand même 2 small caps que je gardais. Il y avait MMGMA que je continuais à holder, que j'ai pas forcément racheté. J'ai un peu racheté sur le dernier news qu'on a eu là, qui avait fait un peu de FOMO, mais j'en ai pas forcément récumulé depuis. Et c'est vrai que là, ça fait mal. Parce que là, alors c'est un small cap forcément, donc forcément il y a pas mal de risques. Mais c'est vrai que là, depuis, en fait, c'est un peu le calme plat. Et le problème de ce genre de small cap, c'est qu'on est très dépendant des news qui sortent, des effets de FOMO qui sortent. Et là, le truc, c'est que on a eu un peu la vedette MGMA qui a été volée par un autre token qui s'appelle WAR, qui a pris pas mal de place. Et ouais, sur ce token-là, MGMA, bah pour l'instant, je suis assez en perte parce que j'ai acheté 35 000 $, j'en ai vendu 8 000 et il me reste que 3 000. Donc au final, je suis quand même en perte de 20, 23 000, un truc comme ça. Bon, je continue de hold, mais c'est vrai que j'ai un peu moins espoir parce que on a WAR, le token WAR, qui a été lancé pareil sur l'USD1. Et en fait, lui, il est arrivé. Je l'ai vu arriver, on me la call. J'ai failli tout mettre dessus, tout ce que j'ai sur la MGMA. Finalement, j'ai pas fait. Alors, c'est pas lui. Mais en gros, c'est un token qui a pris 30 millions de dollars de market cap là en l'espace de quelques jours et qui du coup a volé un peu la place que devait avoir MGMA. Donc, à voir comment ça évolue, parce que on devait avoir aussi des mecs qui devaient tweeter assez important par rapport à MGMA. Finalement, ça n'a pas été fait. Donc c'est pas grave, moi il me reste 3000, je vais pas les vendre pour 3000, je garde de côté, je continue à hold, on verra comment ça se passe plus tard. Il y a un deuxième token par contre que je continue de hold pas mal et que je réaccumule dès que je vois qu'il baisse, c'est ST de Smallthing. ST de Smallthing, c'est vraiment les deux tokens. Alors il y a MGMA, je continue à hold, ST de Smallthing, pareil, je hold tout ce que j'ai et dès que je vois qu'il rebaisse dans les zones assez basses, là, vers les 1 million de market cap, entre 1 et 2 millions de market cap, j'en accumule un peu. Donc voilà, c'est les deux seuls projets que je garde, et bien sûr avec Bitcoin que je rechargeais plus bas. Mais Smallthing, c'est vrai que pour l'instant, vous voyez, même si bon, il se fait une belle baisse forcément au début, je trouve qu'il arrive plutôt bien à maintenir son bottom et pas aller chercher des quelques centaines de market cap par rapport au fait que pour l'instant, vous pouvez check sur Twitter, sur ce qu'ils ont fait comme news, il n'y a pas eu grand chose qui a été annoncé sur les dernières semaines, derniers mois. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Ce que ça veut dire tout simplement que les holders, ils gardent leur conviction sur le token et continuent à holder sans vendre, même si il n'y a pas de grandes news qui sont annoncées. Donc voilà, je finis avec le commentaire du jour de Chris qui me dit: Hello Mathéo, merci pour ton analyse. Comme le bon vin, tu te bonifies avec le temps, c'est gentil, tu commences même à shorter. J'ai une question concernant BitGet. Je sais que tu ne peux pas trop en parler, mais en étant français et habitant en France, je ne pourrai plus utiliser cette plateforme à partir du 31 mars. Est-ce qu'il est obligatoire de vendre ces BGB et de retirer les USDT, ou est-ce que tu connais une autre plateforme où je pourrais les conserver, mes BGB? Donc, merci pour ton commentaire, c'est intéressant. Alors, tu m'as dit, je sais que tu peux pas trop en parler. Alors, j'ai le droit d'en parler. Le seul truc que j'ai pas le droit de faire, c'est de push des liens, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai plus le droit de vous mettre mon lien, par exemple, Bybit, mon ancien lien Bybit, j'ai plus le droit de vous mettre mon lien BitGet, ce genre de choses. Bon, c'est la régulation européenne, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Vous connaissez mon avis par rapport à ça. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est très restrictif et c'est beaucoup de restrictions. Donc forcément moins de liberté sur ce qu'on veut faire, pour au final un résultat qui est pas forcément intéressant. Et on le voit avec les fuites de données, en fait, ils essaient de tout centraliser pour avoir un maximum de contrôle. Et en fait, au final, tout ce qui se passe, c'est que ça nous enlève de la liberté. Et en plus de ça, c'est soi-disant fait pour nous donner une sorte de forme de sécurité en tant que consommateur. Mais je trouve pas que ce soit bien le cas. Parce que derrière, quand tu vois les fuites de données qu'on en a eu, par exemple, alors plus au niveau du gouvernement par rapport à l'URSSAF, ce genre de choses, les fuites de données au niveau du fisc qui ont été faites et qui ont été redonnées à des gens qui kidnappent d'autres personnes pour récupérer de l'argent, je trouve ça abusé. Mais bref, c'est comme ça. De toute façon, on peut pas changer le système. Mais du coup, ouais, BitGet, ça fait chier parce que de base, rappelez-vous, c'était Binance qui était tombé avec la régulation européenne en genre 2022, je crois. Donc bon, ça, Binance, j'utilisais, mais c'était son plus grave. Et après, c'était Bybit. Et Bybit, c'était chiant parce que Bybit, ça faisait bien 4-5 ans que j'utilisais et c'était passé Bybit UE. Et en fait, du coup, après, quand tu passes sur Bybit UE, c'est un peu nul parce que t'as beaucoup de restrictions, t'as moins de leviers, t'as moins de possibilités de faire des choses, t'as beaucoup de KYC, d'identité, tu dois te donner beaucoup en fait d'informations personnelles et ça c'est pas ouf. Et c'est chiant parce qu'on n'a pas envie que nos données perso soient centralisées, on n'a pas envie de devoir tout justifier, on n'a pas envie d'être réglementé, restreint sur toutes les options qu'on peut avoir dans les crypto. Et du coup, après Bybit, là ils nous font la même sur BitGet. Et BitGet, pareil, j'ai trop le seum parce que ça fait peut-être 3-4 ans que j'utilise cette plateforme à fond. Et du coup, c'est le même problème. Et c'est vrai que pour le 31 mars, si vous n'êtes pas au courant et vous êtes français en fait, et vous avez un compte chez BitGet, vous ne pourrez plus utiliser BitGet. Du coup, vous allez devoir passer chez BitGet UE. Mais ce sera comme Bybit, ça sera la même chose. Il y aura beaucoup d'infos perso à donner, beaucoup de justifications, beaucoup de restrictions aussi.
Et c'est pour ça que perso, moi je bouge encore et que je conseille de faire pareil. D'autres plateformes que je conseille d'aller, qui pour l'instant sont pas encore réglementées, enfin sont pas encore régulées à fond comme ça, c'est ZoomX et Bluefin. Perso, je préfère large Bluefin. Si vous avez entre ZoomX et Bluefin, vous êtes déjà inscrit dessus. Moi perso, j'utilise beaucoup plus Bluefin. Mais j'ai aussi ZoomX de côté, au cas où si il y a un problème sur Bluefin, bah, j'irai sur ZoomX et inversement. Mais c'est vrai qu'en premier, ma meilleure plateforme pour contrer en fait cette réglementation-là, c'est d'aller sur Bluefin. En plus, c'est assez proche de ce que faisait BitGet, d'ailleurs, en termes d'interface, en termes de plateforme. Et voilà, ensuite, c'est ZoomX. Alors, je dis ça juste parce que ouais, je kiffe cette plateforme. Hein. J'ai aucun lien à vous mettre en avant parce que, comme j'expliquais, je n'ai plus le droit. Et après, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez utiliser les DEX. Donc, moi, j'utilise Aster et Jex. Cela, je le mettrai en description. Mais le problème des DEX, c'est que forcément, c'est différent, je trouve, des DEX, quoi, comme on avait avec BitGet ou même comme on a avec Bluefin ou ZoomX. C'est différent parce que c'est pas les mêmes interfaces, pas pareil, il faut utiliser un wallet, etc. Il n'y a pas le même support, je trouve, c'est différent, quoi. Moi, perso, même si ça reste centralisé, je préfère quand même les plateformes style BitGet, Bluefin, etc. Après, voilà, ça reste quand même des bonnes alternatives par rapport à cette réglementation-là. Ensuite, est-ce que c'est obligatoire de vendre ses BGB et retirer les USDT? Alors ouais, tout l'argent que tu auras sur BitGet, tu vas être obligé de les retirer. Et du coup, tu vas devoir les envoyer ailleurs. Ensuite, tes BGB, t'es pas obligé de les vendre. C'est-à-dire que si tu veux les envoyer sur un wallet, tu peux les envoyer sur un wallet, tu peux les envoyer sur une autre plateforme. Regarde bien les plateformes qui les acceptent, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, vu que c'est BGB, c'est le token natif de BitGet. Mais dans tous les cas, tu peux envoyer tes cryptos sur un wallet. Tu te crées un wallet Rabi Wallet ou MetaMask et tu peux tout envoyer dessus. Ou alors tu trouves un autre exchange qui les accepte comme je sais pas, Bluefin, ils acceptent beaucoup de crypto, peut-être pas le BGB, et ils t'envoient dessus, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu triste. Quand je vois la liberté qu'on avait, genre en 2021, vraiment, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, et que là, on se retrouve avec restreinte partout sur les plateformes et tout, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on le savait que ça allait arriver. Et j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de passer par cette étape-là de régulation un peu forte pour avoir la démocratisation au niveau des cryptos. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en France, on est les pires, quoi. Et qu'en France, on est vraiment le pays qui pour l'instant, j'ai l'impression, régule le plus, en fait, au niveau de la restriction, comme ça, des cryptos, quoi. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mettez un petit like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous ai pour aujourd'hui, mais je vous dis à plus. Ciao!